les coûts cachés du système agroalimentaire français. Et c'est absolument monstrueux. C'est-à-dire ce qu'il montre, donc ensemble du système agroalimentaire. Il montre petit 1 que les soutiens publics à ce système coûtent 48 milliards d'euros, truc monstrueux, mais qu'en plus, ce système, il a des coûts sociaux et des coûts environnementaux qui sont compensés en partie, et cette compensation partielle, elle coûte 19 milliards. Donc on a un système qui produit des effets négatifs en grande quantité et qui nous coûte un fric absolument fou. Il me semble qu'il faut montrer pourquoi ce changement est désirable pour tout le monde, pour toutes les personnes. Parce que les gens ont peur. Ils ont peur, par exemple pour le bio, de payer les produits trop chers, qu'on les empêche de prendre leur voiture, qu'on les empêche de se déplacer, qu'on les empêche de construire des nouveaux bâtiments, c'est le ZAN, qu'on les empêche de tout faire. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on joue sur ces peurs et qu'il faut qu'on arrive à montrer, d'une part, qu'on joue sur deux plans. D'une part, les coûts de l'inaction. Nicolas Stern, si on continue comme ça va quand même nous coûter plus cher. Et je pense à un autre type de recherche et de travaux sur le système, montrer les coûts cachés de quelque chose. Par exemple, les coûts de notre système agroalimentaire. Dans une de mes récentes chroniques, j'ai rendu compte de ce travail que je trouve vraiment très intéressant d'un bureau d'études qui s'appelle le BASIC et qui a calculé les coûts cachés du système agroalimentaire français. Et c'est absolument monstrueux. C'est-à-dire ce qu'il montre, donc ensemble du système agroalimentaire. Il montre petit 1 que les soutiens publics à ce système coûtent 48 milliards d'euros, truc monstrueux, mais qu'en plus, ce système, il a des coûts sociaux et des coûts environnementaux qui sont compensés en partie, et cette compensation partielle, elle coûte 19 milliards. Donc on a un système qui produit des effets négatifs en grande quantité et qui nous coûte un fric absolument fou. Et donc montrer comment on pourrait utiliser mieux toutes ces sommes. Et utiliser mieux, pour une agriculture qui serait sans pesticides, alors que là on s'empoisonne de façon absolument catastrophique, sans doute moins mécanisée. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut montrer le côté désirable, ça serait quoi ce côté désirable? C'est une meilleure santé, un système qui nous permettrait de rester en meilleure santé et pas d'attraper tous les cancers qu'on est en train d'attraper avec les PFAS, avec les pesticides, etc. Deuxièmement, une meilleure alimentation de meilleure qualité. Troisièmement, sans doute une création d'emplois. Pourquoi? Parce que cette reconversion écologique, il me semble que si elle est bien faite, elle peut être créatrice d'emplois. Pourquoi? Parce que les secteurs qu'on va devoir fermer sont moins intensifs en main-d'œuvre que les secteurs qu'on va devoir ouvrir, déployer. Et il me semble que globalement, on aura besoin de plus de travail humain, rénovation thermique des bâtiments, agriculture, agroécologie, permaculture, etc. On aura besoin de plus de travail humain. Et alors, toute l'astuce, ça sera de bien répartir ce travail humain sur l'ensemble de la population active. Et puis, je pense aussi qu'on peut changer le travail, désintensifier le travail. C'est une vieille idée de l'économiste Jean Gadret, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. On sait qu'aujourd'hui, un des problèmes dans le travail, c'est son intensification. On bosse comme des fous, on doit produire toujours plus, toujours moins de temps, performance, productivité. Et d'ailleurs, cette productivité, si vous relisez les 30 Glorieuses de Fourastier, donc publiées en 1979, alors Fourastier, il est émerveillé par ces 30 Glorieuses, il dit... c'est lui qui dit « Ne doit-on pas appeler cette période glorieuse tellement on a fait de progrès ?» Mais lui, il reconnaît tout à fait que ce progrès exceptionnel vient du progrès de la productivité, produire toujours plus dans toujours moins de temps, et vient de la domination sur la nature. Donc la boucle est en quelque sorte bouclée. Donc tout ça nous permettrait sans doute de moins détruire la nature et de désintensifier le travail. Donc ça fait quand même beaucoup d'avantages. Meilleure santé, meilleure alimentation, plus d'emplois, un meilleur travail. Donc je pense que notre défi, c'est de parvenir à montrer à chacun le caractère désirable de cette transition. Et puis je termine sur les indicateurs, puisque c'était un petit peu
une des dimensions de notre travail avec mes collègues. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions avec Florence Janicatrice et Jean Gadret. On avait en effet commencé, vous l'avez rappelé, par une critique du produit intérieur brut. Normalement, cette critique, elle est bien connue de tous les étudiants de terminale. Hein. Et ce qui est complètement extraordinaire, c'est qu'on apprend ça en économie, mais après, il ne se passe rien. C'est-à-dire, on vous apprend que le PIB, c'est un mauvais indicateur, qu'il compte en plus tout du moment qu'il y a un équivalent monétaire, mais qu'il compte pour zéro des activités qui sont absolument essentielles pour la reproduction de la société, c'est-à-dire tout ce qui est les activités domestiques, familiales, bénévoles, de loisirs, citoyennes, politiques, etc. Zéro. Et puis, c'est un plan, hein, il n'a pas de profondeur, c'est un compte de flux et pas de stock. Et donc, on ne regarde pas, quand on a la somme des valeurs ajoutées, à côté, on ne regarde pas la manière dont les patrimoines qu'on utilise pour produire ces valeurs ajoutées sont plus ou moins abîmés, détruits, voire améliorés. Hein. Le patrimoine naturel, d'une part, et la cohésion sociale, qu'on pourrait appeler patrimoine social, d'autre part. Donc, notre idée, à l'époque, on a commencé à travailler là-dessus à la fin des années 90, c'était de dire, attendez, bon, on ne veut pas nécessairement jeter le PIB à la poubelle, il est très utile, hein, mais on voudrait compléter, on voudrait produire des indicateurs alternatifs au produit intérieur brut, qui viennent compléter notre vision de la société. Et donc, notre idée, c'était vraiment de braquer le projecteur sur les patrimoines auxquels nous tenons. Et une deuxième idée à laquelle on était très, très attachés, c'était de faire ces nouveaux comptes, donc savoir ce qui compte vraiment, avec les citoyens, c'est-à-dire pas nous les savants lâcher sur les gens de nouveaux indicateurs, comme ça a été fait un peu avec la commission Sens-Stiglitz-Fitoussi en 2008. Hein, parce que, je vous rappelle qu'en 2008, Nicolas Sarkozy décide de mettre en place une commission internationale avec plein de Nobel dedans pour réfléchir sur les limites du PIB. Alors nous qui travaillions là-dessus depuis longtemps, on s'est dit mais pourquoi Sarkozy fait ça? Enfin, c'est invraisemblable. Il n'en a jamais parlé, c'est pas son truc. J'ai un étudiant qui a fait une thèse de 1000 pages sur cette question. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy a un jour sorti cette idée? Et donc, cette commission se réunit, elle travaille pendant 1 an. La montagne a un peu accouché d'une souris, c'est-à-dire ils ont failli proposer un nouvel indicateur qui s'appelle conçu par la Banque mondiale, qui s'appelle l'épargne nette ajustée. Et je crois qu'on a été on avait créé, nous, avec Florence Janicatrice, Jean Gadret, etc., un petit réseau qui s'appelait le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, qui était censé porter la contradiction à cette commission, ou du moins lui apporter un certain nombre d'autres éclairages. Et donc, ils ont fait un rapport intermédiaire dans lequel ils mettaient en avant cet indicateur, l'épargne nette ajustée. Et qu'est-ce que c'est cet indicateur? Ça consiste à monétariser le capital naturel, ça n'est pas mon expression, hein, c'est leur expression, le capital naturel, le capital économique et le capital humain, vous monétarisez tout ça, vous secouez bien et vous regardez ce qui sort. Et si c'est du plus qui sort, bah, c'est super, vous avez progressé. Et vous voyez bien qu'il y a un double problème dans ce truc, c'est que, vous monétarisez tout. Qu'est-ce que ça veut dire de monétariser le capital naturel? Et 2, c'est fongible. Et donc, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que vous pouvez vous payer la dégradation du patrimoine naturel par votre intelligence et par le progrès technologique, c'est-à-dire vous augmentez votre capital humain, vous devenez toujours plus intelligent, c'est le génie humain, vous produisez des technologies qui vont vous permettre finalement d'être complètement indifférent à la dégradation du capital naturel, et finalement de construire un monde artificiel qui vous donnera les mêmes doses de satisfaction, puisque c'est ça qu'aiment les économistes, c'est les doses d'utilité ou de satisfaction, qui vous donnera les mêmes doses de satisfaction que le vrai monde. Et donc tout ça est complètement hors sol, quoi.